Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! Économiste de formation, banquier durant 23 ans, sa rencontre avec Peter Koenig a été déterminante et l'a influencé. Ce chercheur en avance sur son temps lui a transmis son savoir sur la relation à l'argent et les principes sources. Aujourd'hui, mon invité est l'auteur et co-auteur de 5 livres, dont Ce que l'argent dit de vous. Et il est un des rares experts abordant ce thème encore tabou qu'est la relation à l'argent. Il intervient sous différentes formes, ateliers, conférences, livres, formations sur Internet, dans le but de permettre à chacun que l'argent soutienne ses projets de vie. Dans ses interventions, il privilégie le savoir-être parce qu'il croit que la rencontre avec soi-même est fondamentale. Préparez-vous à découvrir une approche moderne et efficace grâce à mon invité, Christian Junot. Bonjour, Monsieur Christian Junot. Bonjour Evelyne, comment ça va? Ça va très, très bien. Je suis très contente de vous recevoir sur mon podcast. On a des connaissances en commun et vous êtes l'expert d'un sujet qui va intéresser, je suis certaine, beaucoup de nos auditrices. Auditeurs aussi, mais on a surtout des auditrices là, sur le meilleur de soi. Donc, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, ben dire deux, trois mots sur ce que je fais. Donc, je suis suisse déjà. Je suis un ancien banquier et économiste de formation. Donc, je suis vraiment viens vraiment du milieu de la finance. Mais en fait, j'étais très vite passionné par l'être humain, le fonctionnement de l'être humain. Je me suis toujours intéressé à différentes approches pour mieux comprendre l'être humain, à commencer par qui je suis. Et puis en 2009, j'étais licencié suite à la crise des subprimes. Et puis, j'ai décidé de devenir indépendant, de faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Et je suis coach certifié, je suis formé aux constellations systémiques familiales, à la communication non violente. J'ai fait beaucoup de formations, dont au Québec, la communication consciente de mes amis Robert et Marcel. Et puis aussi au rapport à l'argent grâce à Peter Koenig que j'ai découvert en 2006. Et très vite, c'est devenu mon sujet qui réconciliait mon passé de banquier je dirais, à mon nouveau statut d'indépendant. C'est comme si les deux se matchaient très bien ensemble, mais aussi parce que moi-même, j'ai eu des grosses peurs de manquer malgré d'excellents revenus. Et puis, d'avoir libéré ces peurs, ça m'a permis de me déployer, de faire ce métier d'entrepreneur avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérénité aujourd'hui et un certain succès. Et pour terminer, j'ai écrit et coécrit 5 livres, dont Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon best-seller sur ce thème-là. Et j'interviens dans toute la francophonie, y compris parfois au Québec, de temps en temps aussi. Oui, un best-seller. D'ailleurs, ici au Québec, il est recommandé par beaucoup de coachs, ce livre, Ce que l'argent dit de vous. Ah ben, ça me réjouit de l'entendre, je ne savais pas, voilà. Oui, ah oui, à chaque fois que j'ai fait des formations à plusieurs reprises, il m'a été recommandé. Et dans le fond, qu'est-ce qui vous a inspiré à- ce sujet, qu'est l'argent, pour aborder ou prendre soin de l'être humain? Oui, alors je dirais que c'est venu en 2 phases. C'est-à-dire que quand j'ai connu Peter en 2006, par hasard, mais qu'il a pu mettre des mots sur mon propre rapport à l'argent et mes difficultés et mes peurs, je suis devenu organisateur pour lui d'ateliers de 2 jours, comme je crois savoir que vous avez suivi vous aussi. Et puis, voilà, j'ai organisé un certain nombre d'ateliers, mais je les suivais tous, ces ateliers, de A à Z, parce que j'étais fasciné par ce qui se passait, mais sans imaginer un jour le faire à mon tour, parce que pour moi, c'était le maître, il faisait ça dans 3 langues, dans 10 pays, enfin voilà. Et c'est vrai que d'avoir pu justement, je dirais, grandement pacifier ce rapport à l'argent, de diminuer fortement mes peurs, ça a tellement changé ma vie qu'à un moment donné, quand j'étais indépendant, au début j'étais entrepreneur indépendant, Peter m'a dit, mais Christian, tu peux aussi le faire. Et c'est comme ça que je me suis autorisé à le faire, mais je ne pensais pas du tout le faire une fois. Et puis comme je vois que c'est un thème qui est quand même compliqué pour beaucoup d'êtres humains, je vois que, un, il y a du potentiel, ce qui est intéressant en tant qu'entrepreneur, mais aussi et surtout, deux, la deuxième chose qui est la plus importante, c'est que la relation à l'argent est une porte d'entrée très directe sur le qui nous sommes au plus profond d'entre nous
il y a souvent des peurs existentielles qui sortent, mais aussi des aspirations très profondes qui sont bloquées par des peurs en lien avec l'argent, que je trouve que très vite on rencontre les gens dans beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité, et c'est ce que j'adore en fait. C'est effectivement, c'est ce qui est intéressant dans le sujet. Par contre, je trouve qu'il y a un petit peu un paradoxe parce euh, on dit que l'argent a un impact direct sur la façon dont on vit, tout ça. Puis en même temps, en lisant votre livre, il y a une expression qui m'a vraiment frappée. C'est amusant parce que j'ai le livre sous les yeux, donc je reprends la citation, je vais la dire au complet, comme ça sera peut-être mieux aussi. La richesse et la puissance matérielle ne sont pas des mots MAUX, hein, dans le sens de mal en soi. Le mal, c'est de croire qu'elles sont la condition de la vraie grandeur. Et si on veut, voilà, c'est de nommer Michel Quast, je ne connais pas ce nom, mais si on veut, c'est que si on croit que notre vie sera réussie parce qu'on a beaucoup d'argent, parce qu'on a des super objets qui sont très coûteux, c'est un leurre. C'est un leurre dans le sens que, pour moi, c'est la différence entre ce que j'appelle l'essentiel et l'important. L'important, comme son nom l'indique, est important et ça s'achète avec de l'argent. Ça peut être un appartement, une maison, ça peut être un lit confortable, ça peut être un véhicule automobile, ça peut être peut-être, pourquoi pas, des cours, c'est possible. Et l'essentiel pour moi, c'est quoi? C'est la santé, c'est la qualité des relations, c'est la capacité d'aimer et d'être aimé aussi. Ce sont la capacité de s'émerveiller devant la beauté de la vie et aussi de se réaliser, d'oser se réaliser. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on achète avec de l'argent. D'ailleurs, on a une expression qui dit ça n'a pas de prix. Je ne sais pas si vous dites ça au Québec. Oui, on Moi, dit ça et aussi. nous, Oui. ça n'a pas de prix. Et moi qui étais conseiller en placement financier pendant 17 ans, donc moi j'ai eu affaire à ceux qui avaient bien plus d'argent que la moyenne. En fait, je voyais bien que certains avaient beaucoup d'argent, mais ils avaient un cancer, ils étaient malades, ils étaient dépressifs parce qu'ils avaient une relation de couple qui était catastrophique, ils ne se parlaient plus avec leurs enfants. Donc, vous voyez, ils avaient de l'argent, mais au fond, l'essentiel n'était pas vraiment présent et leur vie n'était pas joyeuse parce que c'est pas parce que si je suis très mal dans mon couple, c'est pas parce que je dis, ah, ben, j'ai une belle maison, c'est pas grave, tout va bien dans ma vie. Si on veut, à un moment donné, pour moi, les biens matériels, ça amplifie ce qui est déjà là, mais ça ne compense pas ce qui n'est pas là. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça comme ça. C'est très clair. C'est très clair. C'est une belle piste de réflexion pour une méditation, par exemple, parce Mhm. qu'effectivement, on accorde énormément d'importance à l'argent au détriment souvent de ce qui est réellement important pour nous. Mhm. Ben, pour moi, une des grandes problématiques dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que les messages qui sont amenés par le marketing depuis quand même bien longtemps, hein, la publicité et le marketing par toutes sortes de messages, c'est au niveau de l'avoir. C'est comme si vous allez vous concentrer sur l'avoir et l'avoir, hein, avoir des biens matériels, avoir tout ça, c'est la clé du bonheur, de la réussite ou je ne sais quoi. Et au fond, c'est au détriment de l'être. Alors que ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est en mettant l'accent sur l'être, en étant bien dans ses baskets, bien dans sa peau, d'être heureux d'être qui je suis, d'avoir un regard positif sur moi, hein, bienveillant, positif sur moi, que effectivement l'avoir va peut-être encore bonifier ce qui est déjà là au niveau de l'être. Et simplement, je suis d'accord que ce message contradictoire, mais pour moi, c'est tout l'enjeu du changement de société auquel nous avons à faire face et que nous devrons faire face pour moi c'est de redevenir au niveau de l'être, remettre de la qualité dans les relations, remettre de la solidarité là où il y en a plus, pour le faire ensemble plutôt que le chacun pour soi. Et parce que la publicité nous a beaucoup amené à du chacun pour soi. Faites-vous des belles vacances là, faites ci, faites ça. Et comme vous le dites avec raison, sans tenir compte des conséquences que ça a sur la société en général. Donc c'est comme si on nous amenait à une forme d'égoïsme. Pensez à vous, faites-vous du bien mais ne pensez pas aux conséquences que ça aura. Alors, il ne s'agit pas évidemment de refuser de se faire plaisir, mais de le faire en conscience et puis de faire des choix qui soient pas des choix enfin, des choix qui partent d'un endroit qui soit apaisé et pas des choix qui partent d'un mal-être. Parce que souvent, la société de consommation, moi je l'appelle une société de compensation. On veut essayer de compenser notre mal-être à travers de la consommation et ça marche absolument pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir plus heureux parce qu'il commence à consommer d'avoir plein d'habits dans ses armoires et tout. Non, c'est pas possible d'être juste heureux à cause des habits ou à cause du nombre de voitures qu'on a. C'est à un autre endroit que ça se passe.
Hmm. Enfin, c'est ma conviction, évidemment, hein. Je dis pas que c'est Ah la ben, vérité. ça fait vraiment du sens. Puis intérieurement, je pense que les êtres humains, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas, qui vibre pas avec qui on est supposé d'être dans la collaboration. Je trouve que ça nous coupe aussi la possibilité de créer une communauté. Puis ça, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Puis moi, j'ai souvent dit à des amis, pourquoi on s'achète pas des maisons proches? Puis nous, on appelle ça un cabanon, une remise où Ouais. on va mettre euh, une tondeuse pour tout le monde, nos pelles pour tout le monde, parce que là, tout le monde a sa petite tondeuse, tout le monde a sa Oui, piscine, tout le monde a sa pelle, tout le monde. Et c'est absolument inutile d'avoir ça en triple, en quadruple. ouais, Et je entièrement trouve que d'accord. la publicité nous incite, oui, à avoir, mais aussi à, oui, l'égoïsme, mais je trouve que ça nous a isolés. Beaucoup, Oui, c'est beaucoup, on ça. est devenus comme en silo. Oui. Je suis complètement d'accord et c'est pour ça que je disais la qualité des relations qu'on va développer avec soi, avec les autres, avec le vivant et avec la vie et potentiellement avec l'argent, on va faire une différence. Parce que je prends un exemple, dimanche chez nous en Suisse, c'était la fête des mères et puis j'ai fait une surprise, j'ai réuni nos enfants, j'ai fait une surprise pour mon épouse, enfin il y avait nos beaux-fils, belles-filles, nos petites filles. Et on a passé un magnifique moment. Et c'était vraiment tellement chaleureux, mais est-ce qu'on va se souvenir de ce qu'il y avait dans l'assiette, du vin qu'on a bu, ou est-ce qu'on va se souvenir du bon moment qu'on a vécu? Et on a du plaisir à manger des bonnes choses. Mais on avait du plaisir parce qu'on était joyeux d'être ensemble. Tu vois, si on se tirait la gueule ensemble, eh ben sûrement que ça n'aurait pas eu le même goût dans l'assiette si on n'avait rien à se dire et puis qu'on se dit vivement que c'est fini, que je puisse rentrer à la maison. C'est pour ça que moi, c'est un peu paradoxal, hein. Je parle de spécialiste du rapport à l'argent, mais en fait, je parle beaucoup d'êtres humains, je parle beaucoup de relations, je parle beaucoup de cœur et d'amour, parce que l'essentiel, il est là. Et après, pour moi, mon idée, c'est de remettre l'argent à sa juste place. L'argent, c'est super quand il peut être au service de nos projets de vie, soit un projet de vie privé, un projet de vie professionnel, qui nous soutiennent dans ce mouvement vers le vivant, plutôt qu'un frein et un blocage. Et c'est ça que j'essaie de faire avec mes clients, d'aller voir les freins et les blocages et que nous puissions être dans l'expansion, dans le sens d'offrir le meilleur de nous sans limite. Moi, j'ai pas envie d'offrir un peu du meilleur de moi. J'ai envie d'être capable d'offrir tout le meilleur de moi et que les autres fassent la même chose, parce que je crois aussi que c'est comme ça que la société changera. C'est pas en se limitant, je crois fondamentalement qu'au fond de nous, on a tous une pépite, on a tous un trésor à offrir au monde, et quand on ne le fait pas, c'est du gâchis. Je suis vraiment d'accord avec ça. Maintenant, je suis certaine que la plupart des gens qui nous écoutent depuis le début vont dire, ah oui, ben ça fait du sens. Puis je suis pas mal certaine que ça doit résonner avec beaucoup. Les gens peuvent, d'après moi, vont être d'accord avec la plupart des propos. Par contre, la question reste, comment on fait? Comment on fait pour plus être stressé avec nos dettes? Comment on fait pour plus être stressé avec est-ce que je vais en manquer, la peur du manque? Comment on fait pour ne pas stresser avec l'avenir? Parce que l'avenir est beaucoup construit. Tu sais, on nous dit de prendre, de faire des REER. Donc, on nous dit qu'on se garantit un avenir heureux si on a beaucoup d'argent de côté. Comment faire pour se débarrasser, ben, si c'est ce qu'il faut faire, mais comment on fait pour, euh, en tout cas, du moins que ça contrôle plus nos vies, ces fameux stress-là autour de, ne serait-ce que de la dette. Bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de peur en lien avec les questions d'argent. On y a donné une importance, comme je disais, trop importante. C'est pour ça que je disais, bon, mon idée, c'est de remettre l'argent à sa juste place. Et remettre l'argent à juste place, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir sur pourquoi l'argent a été créé. Quelle est l'utilité réelle de l'argent? Et l'argent a été créé, voilà, ici j'ai un beau billet suisse, l'argent a été créé pour simplifier les échanges entre un acheteur et un vendeur. On passe par cet intermédiaire argent et c'est quand même beaucoup plus facile de passer par l'intermédiaire argent qui s'appelle dollar canadien, euro, franc suisse, c'est égal, que si on enlève l'intermédiaire, on va faire du troc. On peut faire du troc, c'est possible, hein, mais ça nous compliquerait quand même beaucoup la vie si on doit faire du troc avec le garagiste, avec l'assureur, avec le pharmacien, avec le restaurateur. Quand même, de passer par l'intermédiaire argent, ça facilite les transactions. Et puis l'argent, c'est aussi
un repère commun, un talent commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Ah ben tiens, cette formation, ce cours, il est intéressant. Et quelle valeur est donnée à ce cours-là? Ou bien cette voiture est intéressante, voilà, quelle valeur est donnée? On va donner une valeur argent qui fait qu'on peut se mettre d'accord d'acheter ou de vendre ou pas, en fonction de nos critères, en fonction de nos moyens financiers, etc. Donc il faut qu'on parle le même langage pour qu'on puisse se mettre d'accord. Donc l'utilité de l'argent, c'est très neutre au départ. Donc, si l'argent était vu que pour ça, je ne serais pas en train de faire des ateliers, des conférences sur le rapport à l'argent, je veux dire, hein. Et je donne souvent l'exemple d'une machine à café. On sait tous à quoi sert une machine à café. Il n'y a pas de confusion possible. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas de cours, ma relation à la machine à café. Ça n'existe pas parce que c'est très simple, c'est clair, c'est évident. Et au fond, le problème, si je reprends l'exemple de la machine à café, personne n'attend d'une machine à café qu'elle vous fasse un jus d'orange frais pressé. C'est normal, puisque la machine à café n'a pas été créée pour ça. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe avec l'argent. On attend quelque chose d'impossible de la part de l'argent, comme on attendrait quelque chose d'impossible de la machine à café. Et c'est quoi qu'on attend d'impossible? C'est ça qui est important de comprendre et c'est ça que Peter Koenig a développé. Peter a montré que nous avons des projections sur l'argent. Nous projetons des choses sur l'argent, donc nous collons des choses à l'argent que n'est pas l'argent, en fait, hein. Alors, on va coller l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est le bonheur, l'argent, c'est ma valeur, mais aussi l'argent, c'est sale, l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est l'injustice. Donc, on voit qu'on peut coller des choses positives, on peut coller des choses négatives. Mais moi, j'avais collé argent égale sécurité depuis enfant. Mais je n'étais pas conscient du tout de ça. Donc, en fait, moi, j'étais quelqu'un qui économisait, qui avait de l'épargne, qui voulait toujours plus d'épargne et qui en voulait encore plus et encore plus parce que sans le savoir, de manière complètement inconsciente, j'avais créé une croyance qui est ma sécurité dépend de mon niveau de mon compte en banque. Et pourquoi j'avais projeté la sécurité sur l'argent? Il y a une seule et unique raison, c'est que intérieurement, j'étais très insécure. Je manquais de confiance en moi, je manquais d'estime de moi, j'avais plein de peur et je cherchais cette sécurité à l'extérieur sur l'argent. Et comme ça augmentait, mais j'étais toujours insécure, j'étais toujours stressé avec mes enfants, j'étais toujours stressé que je faisais les paiements, ça ne changeait rien. Je me disais, il en faut encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Donc, grâce à Peter, j'ai compris qu'il y avait l'argent et il y avait ma sécurité intérieure. C'était deux choses différentes et pas une seule chose comme j'avais cru inconsciemment. Donc, l'argent, je n'en manquais pas. Je n'avais pas de problème d'argent, j'avais des problèmes avec l'argent. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. Oui, Donc, absolument. je ne manquais pas d'argent, il y en avait sur mon compte. Mais avec l'argent, j'avais un problème, parce que j'avais une relation compliquée. Donc, je dis l'argent, c'est bon. Maintenant, mon problème, c'est mon manque de sécurité intérieure et c'est de ça que je vais m'occuper. Et d'autres qui vont dire argent égale liberté. Le problème, c'est qu'ils ont plein de croyances limitantes, ils ont plein de prisons intérieures. Je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Ce sont tous des prisons intérieures. Comment je peux, j'ai peur du regard des autres, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ce sont encore toutes des prisons qui nous limitent. C'est pas l'argent qui va me libérer du regard des autres, hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Bien sûr que c'est agréable Mhm. d'avoir de l'argent, mais simplement, je dis toujours, si vous avez de l'argent pour des bonnes raisons, pas pour compenser quelque chose qui n'est pas présent à l'intérieur, parce que l'argent n'a pas été fait pour ça et ne pourra jamais compenser ce qui est à l'intérieur, parce que même des clients chez moi qui avaient des millions et des millions, ils avaient peur de manquer. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait encore pas assez d'argent pour eux. Donc, si des millions ne suffisent pas, ça montre bien qu'il n'y a jamais assez d'argent pour compenser la peur de manquer. Puis la peur de manquer, c'est en moi, c'est pas à l'extérieur. Donc, ça commence déjà par là, de voir si je projette des choses sur l'argent. Ce sont des parties de moi que j'ai à me réconcilier, à me reconnecter, à transformer peut-être pour que j'accorde moins d'importance à l'argent. Ça, c'est déjà le début. Ça, c'est clair jusque-là? Très clair. Moi, c'est ce qui m'avait, dans les ateliers, c'est ce qui m'avait vraiment, parce on ne pense pas à ça. Oh là là, OK, c'est pas l'argent le problème. Il y a quelque Ben chose oui. dans moi que j'ai besoin d'aller travailler, valider. Ça part beaucoup des croyances qui se sont construites probablement à partir de l'enfance, j'imagine. Alors oui, absolument. En plus, ben, vous au Québec, vous avez cette fameuse expression né pour un petit pain, qui est quand même pas une expression qui est très valorisante pour soi, hein, en fait, hein. C'est, je suis une petite chose, donc comment je peux imaginer recevoir grand quand je me vois comme une petite chose? Mm. Donc c'est déjà aussi parlant, des fois aussi dans le collectif également.
dans les croyances qu'il peut y avoir. Alors oui, dans mon livre Ce que l'argent dit de vous, j'ai tout un chapitre qui s'appelle Mon histoire avec l'argent. Dans mon histoire avec l'argent, ça part de la conception, déjà pour ma vie à moi, de ma conception à l'enfance, à tout ça, à tous les événements marquants qu'il y a eu, et également de la généalogie, de voir quels ont été les événements marquants de la généalogie, est-ce qu'il y avait de l'argent ou pas, parce que ce que je vois, c'est que si la génération de mes parents, peut-être de mes grands-parents, avait vraiment peu d'argent, la majorité des personnes ne s'autorisent pas à faire beaucoup mieux. C'est comme on peut faire un petit peu mieux, c'est acceptable, mais pas trop, parce que c'est comme si, par appartenance, on fait un peu la même chose. Et parfois, pour d'autres personnes, il y a eu une personne qui a eu une grosse réussite dans la famille et ça s'est mal terminé. Soit il y a eu une faillite, il s'est fait escroquer, peut-être il s'est mal comporté, il a eu un accident. Et dans notre inconscient, on porte l'exemple de avoir de la réussite, c'est dangereux. Alors autant ne pas avoir trop de réussite. On peut être influencé par ce genre de choses. Ou pour les femmes, puisqu'il y a beaucoup de femmes dans votre podcast, c'est vraiment intéressant d'aller voir si je prends ma mère et ma grand-mère maternelle, de voir un peu quelles sont leurs histoires, parce que très souvent, je donne juste deux exemples. Elles se sont sacrifiées pour les autres, et moi, je vois que même que j'ai un projet professionnel qui me tient à cœur, je ne lui donne pas tout l'espace parce que je me sacrifie aussi pour les autres, je fais passer les autres avant moi. On rejoue le même fonctionnement, et pour d'autres femmes, elles ont attiré à elles des hommes sur lesquels elles ne peuvent pas compter, financièrement, par exemple, ça pourrait être autre chose, mais en l'occurrence financièrement. Le grand-père, peut-être parce qu'il jouait l'argent au restaurant, peut-être que mon père a eu un accident, n'a pas pu travailler, et puis moi, peut-être j'ai marié un entrepreneur qui bosse, qui travaille beaucoup, mais qui rapporte pas d'argent. Donc, les raisons peuvent être complètement différentes, mais le résultat est le même. J'attire un conjoint qui n'amène pas d'argent, et puis je rejoue, j'ai une sorte de, ce que j'appelle moi une loyauté familiale qui fait qu'on rejoue des histoires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se libérer de ça pour ouvrir une nouvelle voie. Moi, j'ai une histoire, tout, du côté paternel, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. Mon père, mon frère, mon oncle, mon grand-père, et parfois deux fois, mon père deux fois, mon frère trois fois. Donc, moi, ça, c'est mon histoire à moi que j'ai eu à libérer. Je ne veux pas faire faillite, c'est exclu. Je veux faire réussir professionnellement sans avoir à être loyal à eux, au fait de retomber à zéro. Donc voilà, toutes ces histoires-là, quand on commence à s'interroger, à s'intéresser à notre histoire familiale et à notre histoire depuis la conception, on voit plein d'informations qui sont des indicateurs, des explications, là où on peut changer quelque chose pour commencer à s'ouvrir et ouvrir à plus grand, à s'ouvrir à l'abondance. Pour moi, l'abondance, c'est largement plus que de l'argent. L'argent en fait partie, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus que ça, définitivement. Et vous parliez des femmes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes euh, qui cherchent à avoir plus d'argent parce que l'argent représente une valeur, parce que euh, l'homme qui réussissait, par exemple, qui faisait beaucoup d'argent, avait une certaine valeur. Puis les femmes veulent s'émanciper, puis c'est à travers, des fois, pas toujours, mais c'est à travers l'argent aussi que c'est un marqueur de réussite ou d'indépendance, je pense. Donc, effectivement, on donne beaucoup de pouvoir à l'argent et peut-être parce que les femmes n'ont pas eu droit. Moi, je suis pas très, j'ai 52 ans, je suis pas très vieille, mais ma mère déjà elle était professeure d'école euh, pour les enfants de première année. Puis je sais que je sais pas si en tout cas, mon père va écouter mais mon père au début a eu beaucoup de mal. Il aurait aimé avoir une femme à la maison. Et à un moment donné, ma mère avait un salaire qui était plus important que le sien. Puis dans ces périodes-là, mon père sentait qu'il y avait moins de valeur. Donc, c'est un peu c'est ce que j'ai vu. Puis ma mère avait plus de valeur. Puis quand elle a fait moins d'argent, ben, elle a eu moins de valeur. Puis mon père a eu plus. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau de masculin, féminin. C'est comme si l'argent appartenait au masculin beaucoup. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous Oui, oui. voyez ça? Alors, oui, il y a encore un historique qui fait que dans l'histoire ancienne, mais dans laquelle nous sommes encore porteurs, l'homme va à l'extérieur pour chasser et il ramène le gibier, il ramène le gibier à la maison, hein, la viande à la maison, il ramène la pitance, la subsistance, etc. On va appeler ça comme on veut. Bon, la subsistance, avant, ça s'appelait peut-être animal et maintenant, ça s'appelle argent.
Mhm. Et pendant une époque, effectivement, la grande majorité des femmes, elles s'occupaient de l'intérieur, hein, de la famille, de la maison, de l'appartement, et c'est pas anodin, hein, dans l'énergie yang et l'énergie yin, hein, on le voit bien, hein, tout ça. Et Oui. si on veut, aujourd'hui, il y a ce changement, effectivement, les femmes sont plus sur le monde professionnel et veulent aussi pouvoir se réaliser, ce qui est absolument normal et absolument qui se justifie complètement. Simplement, à l'échelon de l'humanité, c'est tout petit encore. C'est très Mhm. nouveau, en fait, même si on parle de quelques dizaines d'années. Et c'est comme si faire ce chemin, ça prenait un certain temps, mais ça prend un certain temps parce qu'il y a tellement, tellement de siècles, de millénaires avant nous que ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Et en plus, ceux qui prennent les décisions, ce sont les hommes. Alors, comme les hommes, à mon avis, beaucoup d'hommes inconsciemment ont peur des femmes, ont peur de la force, hein, de la force dans le sens de la force dans le bon sens du terme, hein, dans le sens de puissance féminine. Je pense que les hommes ne sont, pour la grande majorité, ne sont pas très preneurs, mettent plutôt un peu des barrières, des freins, des obstacles pour pas que ça aille trop vite, malheureusement. Donc, c'est un travail systémique, hein, tout ça, pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que pour les femmes, pour l'instant encore, il y en a de plus en plus qui arrivent, il y a de plus en plus de femmes qui accompagnent des femmes aussi et qui donnent des exemples. C'est important. Par contre, le piège, ça serait de vouloir avoir de l'argent pour de l'argent. Parce que ceux qui courent après l'argent juste pour l'argent, moi, je n'ai encore jamais vu quelqu'un être heureux avec ça. Jamais. Parce que forcément, c'est du stress. C'est du stress. Je veux quelque chose et c'est à partir de l'ego ou d'une blessure. C'est jamais à partir de l'être tranquille et paisible au fond de nous, hein. L'être tranquille et paisible, il s'en fout d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas à cet endroit-là que ça se passe. Et parce que l'histoire de la valeur, c'est intéressant, qu'il y a encore une autre projection, hein. Ma valeur égale combien je gagne d'argent ou combien j'ai d'argent. Mais ça veut dire que tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent, seraient des gens qui ont beaucoup de valeur, hein. Les millionnaires, les milliardaires dont on parle, et certains gagnent avec zéro éthique, ces gens-là auraient beaucoup de valeur parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, même si c'est sans éthique, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'une Mhm. femme qui décide de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants aurait zéro valeur parce qu'elle s'occupe de ses enfants? Ça n'a pas de sens non plus. Donc on voit bien que dès qu'on déconstruit un peu tout ça, on voit bien que c'est pas ça qui fait la différence. Parce qu'autrement, je veux dire, il y aurait une hiérarchie qui serait faite. Et moi, j'ai pas forcément envie de ressembler à un certain nombre de milliardaires et autres. C'est pas, en tout cas pas eux qui m'inspirent. Il y en a peut-être certainement certains qui m'inspirent, mais d'autres absolument pas. Puis direz-vous, en tant qu'ancien banquier, nous les femmes, je ne sais pas si en Suisse c'est comme ça, mais les femmes, quand on se présente dans une banque en tant qu'entrepreneur, puis là je sais que beaucoup d'entrepreneurs vont être contentes que je vous pose cette question-là. Quand on arrive dans les institutions financières, dans les banques, pour un prêt, pour notre entreprise, euh, c'est vraiment plus facile si on est accompagné d'un homme. Une femme seule, d'ailleurs, il y a eu des statistiques au Québec qui sont sorties, les femmes qui demandent des prêts pour leur entreprise ont moins de succès que les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les femmes on arrive avec moins de conviction, moins d'assurance dans les banques, ou si c'est vraiment le problème appartient aux banques ou... Mhm. Alors bon, c'est difficile de faire une réponse générale qui répond à tout ça, mais globalement, je vais dire la chose suivante. On voit également que les femmes ont plus de peine à demander une augmentation de salaire, ont plus de peine à l'obtenir aussi, sont souvent plus exigeantes avec elles-mêmes aussi par rapport aux hommes qui peuvent affirmer bien parler l'anglais, même s'ils le parlent un petit peu, alors que la femme, elle va être exigeante pour dire qu'elle parle bien anglais. Donc il y a déjà une forme de peut-être d'humilité, mais d'humilité parfois qui n'est pas toujours une bonne humilité, qui est plutôt un peu de pas trop se mettre en avant, qui fait que ça va pas forcément générer la confiance en face. Après, effectivement, malgré tout, il y a un déficit de confiance encore, à mon avis, chez les banquiers vis-à-vis des femmes entrepreneurs, parce qu'encore une fois, c'est assez récent. Je sais aussi, pour travailler avec des femmes qui ont hérité de très gros montants, qu'une de leurs difficultés, c'est d'aller chez le banquier, de ne pas être prise au sérieux, en disant, ma petite madame, on va s'occuper de vos finances, comme si elle ne pouvait pas le faire elle-même. Et effectivement, donc on voit qu'il y a une sorte d'a priori qui est aussi présent, et c'est pour ça que je dis ça encore une fois du systémique, c'est-à-dire que moi je connais des femmes qui sont allées chez le banquier, qui ont même eu plus d'argent que prévu, mais elles étaient dans une position bien affirmée, quoi, hein, avec confiance, donc c'est aussi possible, mais simplement, si on n'est pas très solide intérieurement, si on n'a pas une bonne grosse confiance dans son projet, ça va se sentir et ça va être un problème. Mais simplement, c'est important parce que si
on crée une croyance en disant j'ai moins de chances d'avoir un prêt et qu'on part avec ça pour aller voir le banquier, on est déjà en train de se mettre un autogol, un point négatif en quelque sorte. Donc c'est vraiment important de savoir bien pitcher son, je ne sais pas si vous dites ça, enfin c'est anglais, mais voilà, je comprends ce qu'on veut Oui, dire, oui, hein, oui, ce oui, on qu'on a dit à oui. dire, de vraiment se sentir solide et puis vraiment de voir, non, quand je vais voir le banquier, je ne suis pas en position d'infériorité, le banquier est là et moi je suis là. L'idée, c'est de dire, on va faire quelque chose avec, ensemble. On a un intérêt commun. Lui à me prêter de l'argent parce que j'ai un bon projet, moi avoir de l'argent parce que j'ai un bon projet. Mais si on arrive en étant comme ça, c'est clair qu'on a déjà à moitié perdu. Donc, il y a la posture aussi. Ah, très Euh, clairement. donc, il y a une responsabilité. Ce que j'entends, c'est, supposons que les banques représentent un peu la société ou dans laquelle on vit et l'individu. Donc, les deux ont un travail à faire pour que l'argent redevienne ce qu'il est supposé d'être finalement. Oui, oui, tout à fait, absolument. Je pense aussi que les deux ont ce travail. Après, heureusement, il y a aussi des banquières qui parfois sont aussi plus ouvertes pour les femmes. Mais c'est important de voir que moi, j'ai vraiment vu il y a deux choses dans la banque. Il y a les chiffres qu'on amène, parce qu'on va faire un tableau de bord, on va faire un business plan qui sont que des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais enfin voilà. Mais il y a les chiffres qui peuvent être plus ou moins rassurants et il y a l'attitude qu'on a. Parce que quelqu'un peut arriver avec des très bons chiffres mais il a l'air mou, il manque d'enthousiasme, il parle pas bien de son projet, ça donne pas de la confiance. Alors que quelqu'un d'autre peut avoir des chiffres un petit peu moins bons, mais il a une telle confiance, il a une telle envie de déplacer les montagnes pour et savoir beaucoup d'influence aussi. C'est pour ça que c'est vraiment l'un et l'autre, c'est pas juste l'un ou l'autre. Intéressant. Puis dans vos ateliers, parce que là, on parle des banques et des femmes, tout ça, mais dans vos ateliers, est-ce que c'est majoritairement des femmes ou des hommes ou est-ce qu'il y a aussi des banquiers qui peuvent participer? Alors, les banquiers, je les compte sur les doigts de la main à peu près. OK. Moi, j'étais un banquier un peu atypique parce que les 10 dernières années que j'étais à la banque, je faisais déjà des cours de ce qu'on appelle du développement personnel. J'aime pas beaucoup ce mot, mais on se comprend. Mais ça fait déjà 10 ans que j'ai commencé de faire ça, donc j'étais déjà très atypique dans le monde de la banque et on parle du début des années 2000, hein. Et donc, en 15 ans, j'ai été invité 4 fois dans une banque pour faire une conférence, pour dire que les banquiers ne se précipitent pas pour s'intéresser au rapport à l'argent, même de manière collective. Malheureusement, c'est bien dommage. Et mais ça, c'est leur histoire, c'est comme ça. Et puis, donc, pour répondre à la question, j'ai 80% de femmes, à peu près pour 20% d'hommes. Et j'ai quand même une majorité de personnes qui sont indépendantes, donc entrepreneurs à leur compte, parce que ce qu'on voit, c'est que dès le moment où on n'est plus salarié et qu'on doit générer de l'argent par soi-même, on doit attirer de l'argent par soi-même, qu'il y a des hauts, il y a des bas, ça vient réveiller des peurs qui peut-être étaient un peu enfouies tant que j'étais salarié, parce que le salaire il tombait régulièrement toutes les fins du mois, et ça m'empêchait de trop sentir ma peur. Mais là, tout à coup, c'est comme si, avec ce nouvel emploi, qui est un peu plus, je dirais, incertain en termes de résultats, ça réveillait les peurs et c'est important de s'en occuper. En plus, il s'agit de mettre des prix, donc les gens ont de la difficulté à valoriser et tout ça. Donc, il y a des choses qui se jouent qui fait que j'ai plus souvent ce genre de personnes-là qui viennent, même si j'ai aussi des salariés évidemment. Mais globalement, c'est plutôt ce public que j'ai. Hmm. Puis vous parlez souvent de peur. Est-ce que c'est essentiellement, est-ce que c'est essentiellement, je vais dire, blessure là qui crée, qui fait qu'on a des croyances ou Alors, est-ce que les croyances viennent de la peur? C'est un peu ça ma question en lien avec l'argent. Alors oui, ben, dans le sens qu'on a des croyances qui sont porteuses, puis on a des croyances qui sont limitantes. Alors Hmm. c'est sûr que si je ne crois pas, je n'y ai pas droit, pourquoi j'aurais de la réussite, enfin ces histoires qu'on se raconte, c'est sûr que probablement qu'on n'a pas eu trop d'encouragement durant notre enfance si on a ce genre d'attitude. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance et il ne s'agit évidemment pas de blâmer ses parents parce que ça va servir à rien du tout, ça va rien changer du tout. Donc, simplement, mais là, de très loin, la plus grosse peur, c'est la peur de manquer. Je n'ai parlé tout à l'heure. La peur de manquer, c'est vraiment la problématique numéro un quand on parle de relation à l'argent. Et moi, dans mes ateliers, c'est au moins entre 60 et 80% qui ont plus ou moins peur de manquer. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très courant, quel que soit le montant d'argent qu'on a. Qu'on n'ait pas d'argent ou beaucoup d'argent, ça peut être la même peur qui est là, même si la situation financière est différente. Mais après, il y a effectivement un certain nombre de croyances limitantes. Alors, parfois, ça peut venir de blessures, mais souvent, ça vient d'un manque d'estime de soi, hein. L'estime de soi, pour moi, ce sont comme nos fondations intérieures sur lesquelles on va construire une vie.
Et si les fondations intérieures sont pas très solides, on n'ose pas trop bâtir quelque chose parce que ça va pas être très solide non plus. Donc, on va un peu se limiter et tout. Donc, je pense quand même que vraiment le- de travailler le fond, je veux dire, de cette solidité intérieure que moi, je n'avais pas non plus, hein. J'étais vraiment en très fort manque d'estime de moi, malgré des études à l'université et tout. Et que vraiment, c'est important de pouvoir recréer ça. Et on va le faire beaucoup plus facilement si on s'autorise à sortir de sa zone de connu. On appelle ça des fois zone de confort, mais je ne suis pas très d'accord avec le mot confort, mais zone de connu, zone de référence. Plus on y reste, plus on maintient la peur. Alors que ça demande d'en sortir toujours plus, de faire des choses qu'on n'a pas osé faire avant, de prendre son courage à deux mains. Et plus on peut faire des choses nouvelles, plus on voit qu'on est capable de faire des choses et plus on agrandit notre zone de jeu dans laquelle on va s'amuser dans notre vie, on va s'expanser dans notre vie. Et ça demande, et c'est vrai que c'est, quel que soit le niveau de réussite d'entrepreneur, il y a toujours un autre niveau de sortie de zone qui existe, qu'il soit en termes d'investissement Absolument. financier, d'engager du monde. Il y a toujours un autre niveau qui existe. Après, on peut choisir à un moment de s'arrêter là, évidemment. Il ne s'agit pas du toujours plus pour le toujours plus, c'est pas ça l'idée, mais simplement, je veux dire, ça reste un défi et plus on a l'habitude d'agir malgré la peur, parce que je crois vraiment que ceux qui font une différence, c'est qu'ils agissent même s'ils ont peur, par rapport aux autres qui agissent pas parce qu'ils ont peur. Hmm. Puis, direz-vous que dans vos ateliers, euh, il y a des personnes qui, bon, la plupart des gens, en tout cas, quand moi j'ai été dans les ateliers, c'était des personnes qui avaient besoin de travailler leur relation avec l'argent, mais qui avaient le goût aussi de développement personnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment parce que d'abord et avant tout, ils ont des gros problèmes financiers, puis ils viennent dans vos ateliers dans le but euh, de recevoir de l'aide avec les problèmes financiers, plus consultation financière ou des choses comme ça, puis finalement, ils réalisent que ça passe par un autre chemin ou... Ouais, mais c'est une question intéressante. Alors, je dirais que ça m'arrive assez peu parce que je crois que dans le message que j'amène, je suis assez clair. C'est-à-dire que, on voit, je pense que ça se voit aussi depuis qu'on est là ensemble, c'est que quand je parle de relation à l'argent, je parle beaucoup d'humain avec. J'associe beaucoup humain, même l'amour avec. Pour moi, avoir une meilleure relation à l'argent, ça passe par plus d'amour de soi. Je n'ai pas trouvé de meilleur chemin que celui-ci, aujourd'hui, en tous les cas. Donc, simplement, on trouvera sur Internet hein, comment gagner beaucoup d'argent, faire ses premiers 100 000, son million. Il y a pas de, on trouve plein de trucs comme ça sur Internet. Ça, c'est pas mon credo. Je suis très à l'aise sur le fait de gagner d'argent et beaucoup d'argent. Mais quand comme je disais tout à l'heure, quand c'est un but en soi, ça cache autre chose. Ce qu'on veut vraiment, c'est pas de l'argent, c'est ce que représente l'argent. Je dis toujours, si vous n'allez pas voir ça, vous aurez de toute façon des problèmes tôt ou tard. Et moi, j'ai des entrepreneurs avec des gros succès qui viennent me voir, qui sont bourrés de peur, qui sont malheureux, malgré qu'ils génèrent des millions de chiffres d'affaires parfois, parce qu'ils sont pas au bon endroit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Peter, justement, Peter Koenig, dont on parlait tout à l'heure, m'avait dit à l'époque, m'a dit, tu verras, on attire souvent des personnes qui ont fait déjà beaucoup de travail sur eux, et c'est comme un morceau qui manque encore. C'est comme une porte qu'on n'est pas encore allé voir. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est ça, je trouve. De temps en temps, il y a des personnes qui viennent d'un atelier qui n'ont jamais rien fait avant, et, et parfois, c'est un peu le choc parce que comme on va très vite en profondeur, c'est comme si des fois ils sont pas prêts à ça, ça vient un peu leur faire peur. Et certains vont s'ouvrir à ça, et puis d'autres vont mettre beaucoup de résistance et vont se fermer à ça. Mais simplement, pour répondre à la question, ceux qui ont des difficultés dans la gestion et tout, et je connais une de personnes qui travaille avec les gens qui sont surendettés, mais les gens surendettés qui gagnent assez d'argent, mais qui sont surendettement parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Et ils disent, ces gens-là ne sont absolument pas prêts à aller voir leur part à eux. Ils veulent une solution Ah, miracle pour continuer de mhm. vivre comme avant, mais ils ne sont pas prêts pour la très grande majorité à aller voir leurs responsabilités. Donc, c'est pour ça que, effectivement, ceux qui veulent une solution miracle, je ne suis pas la bonne personne. Donc, vous parlez de responsabilité, effectivement. Je pense qu'il y a une grande part de maturité, responsabilité dans notre relation avec l'argent qui est important d'aborder ou de regarder, en tout cas, du moins. Puis, Peut-être euh, peut-être juste, Evelyne, une chose, c'est vrai oui, que, comme vous dites là, important parce que c'est un choix conscient ou inconscient, c'est-à-dire que où on peut se voir en victime de la société, en victime de ci ou de ça, et on a le droit évidemment. Le problème, c'est que quand on est victime,
Ben, la responsabilité est à l'extérieur et je n'ai rien à changer. Hmm. Mon père, qui a fait cette première faillite, il a dit c'est la faute de la conjoncture et de ce salaud de banquier qui l'avait mal conseillé selon lui. Donc, en fait, lui, il est en train de dire moi, je n'ai rien fait de faux, je n'ai rien fait, je n'ai fait aucune erreur. Le problème, il est à l'extérieur. Donc, il n'a rien changé. Il a refait une entreprise et il a refait faillite. C'est normal, puisqu'il n'a Ah, pas c'est changé a intéressant, priori. ça. C'est Et, intéressant. et c'est pour ça que, parce que là, il était plus en posture de victime. Hmm. Alors que si on prend une posture de responsabilité, de dire, OK, serait-il possible que dans ma manière d'agir, dans mes croyances, dans mes fuites, il y ait quelque chose à changer pour mieux aborder les situations, pour être plus à l'aise là où je ne suis pas à l'aise, qu'il s'agit de parler d'argent, de négocier, de fixer un prix ou d'aller voir mes croyances limitantes, serait-il possible qu'il y ait quelque chose qui explique ma situation inconfortable du moment et que je pourrais être acteur du changement. Et c'est quand même mieux parce que si on peut être acteur du changement, oui, c'est pas toujours confortable d'aller revoir son histoire familiale, c'est pas toujours confortable d'aller voir ses peurs, mais simplement je vois que c'est ça qui fait que ça change. Alors que si je pense que je n'y suis pour rien, ok, je fuis la peur d'aller voir ça, mais simplement ma situation, la plupart du temps, elle ne va pas changer. Hmm. Donc, ça devient des problèmes récurrents qui reviennent, ils reviennent. Très intéressant. Très, très intéressant. Et c'est drôle parce que pendant que vous parliez, ça me faisait penser à la fameuse remise dont on parlait au Mhm. début, que je disais que tout le monde a sa tondeuse, tout le monde a sa pelle, tout le monde a... Puis je trouve que ça fait je sais pas si le fait qu'on s'isole comme ça, qu'on devienne moins dans la collaboration et tout ça, ça contribue à moins de responsabilité. Donc, on dirait que moins il y a de liens entre les humains, moins il y a de communauté, moins on se sent responsable. Ce qui va pas, c'est la responsabilité de l'autre. Puis on vit isolé avec nos avoirs. Ouais, mais c'est vraiment important, intéressant ce que vous dites là, Evelyne, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'isolement et même de la méfiance qui va avec. Ouais. C'est-à-dire que on veut être libre, on veut être autonome. Il y a beaucoup de peur de la dépendance, j'ai remarqué. Je vais pouvoir utiliser mon outil quand je veux, pas savoir si je dois attendre s'il est libre ou pas, ça m'énerve. Il y a une chose où on s'est un peu coupé les uns des autres, c'est vrai. Je vois, il y a des quartiers de villas qui existent près de chez moi où les gens ils sont tous dans des villas, mais ils ne se connaissent pas. Ils sont dans le même quartier, mais ils ne se connaissent pas. Et c'est vrai que c'est un exemple que je donne, l'histoire de la communauté, que c'est vraiment ridicule de se dire, mais pourquoi on devrait tous avoir les mêmes outils qu'on utilise 2 fois par année, ou je sais pas quoi, parfois pour certains, et que finalement, si on mettait ça en mode communauté, ce serait beaucoup plus pratique, ça créerait du lien également, et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une des choses que je dis dans le livre, ça vient pas de moi, ça vient d'un Américain qui s'appelle Charles Eisenstein, que j'aime beaucoup, et lui disait, on a recréé des communautés vivantes, des communautés où on se connaît et où on s'apprécie. Pas dans une communauté où on se connaît et où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Si quelqu'un a une problématique, les autres auront envie de le soutenir. Et si un jour c'est moi qui ai une problématique, je sais que les autres seront là pour moi comme moi je suis là pour eux. Et ces communautés vivantes, dans le meilleur des cas, ça peut s'appeler sa famille, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est les amis, mais ça peut être parfois la paroisse, de l'association de la religieuse ou je ne sais quoi. Enfin, il y a toutes sortes de communautés qui peuvent être professionnelles, etc. Mais vraiment, les 2 points, c'est on se connaît et on s'apprécie. Et ça tombe pas du ciel, hein, ça s'entretient, on prend des nouvelles, on regarde comment ça se passe. Et quand on sait que les autres seront là pour moi comme moi je suis là pour les autres, il y a déjà une sorte de peur qui peut s'atténuer parce qu'il y a tellement, tellement de personnes que je rencontre qui disent, qui croient qu'ils ne peuvent compter que sur eux. Et si je pense Mhm. que je peux compter que sur moi, et beaucoup de femmes sont là-dedans, beaucoup de femmes pensent qu'elles peuvent compter que sur elles, c'est très anxiogène tout ça. Parce que ça veut dire si j'ai le moins de problèmes, si j'ai la moindre difficulté, le moins de problèmes de santé, tout s'effondre. Alors que l'idée, c'est justement, non, de s'ouvrir aux autres et évidemment d'aller peut-être voir les peurs, parce que quand on pense qu'on peut compter que sur soi, c'est qu'on a forcément une croyance que l'extérieur, on peut pas faire Et confiance, ou c'est dangereux. dangereux, ou je ne sais quoi, il y a quelque chose, quoi.
Donc, Puis ça quand demande d'aller. l'extérieur est dangereux, donc l'extérieur nous veut du mal. Donc quand il nous arrive des malheurs, c'est la faute de l'extérieur. Donc on vit toujours à l'extérieur de nous, là. Moi, je pense que la communauté nous ramène à nous. D'ailleurs, à la fin de votre livre, il y a des questions que je trouvais vraiment pertinentes, qui étaient toutes simples. Vous demandiez, il y avait quelques questions, je les ai pas notées, mais la première, c'était justement, si quelque chose vous arrive, est-ce que vous savez à qui vous pourriez demander de l'argent? Puis moi, ces questions-là m'ont vraiment rendu inconfortable. Puis tout d'un coup, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est comme si ça nous rappelle qu'on est donc seul. Oui, mais bien sûr, parce qu'au fond, il y a beaucoup de personnes pour qui demander de l'argent, c'est comme si c'était quelque chose de honteux. Euh, Mais je, je absolument. me, je me souviens quand nous avons acheté la maison où nous habitons maintenant, ça il y a plus de 30 ans en arrière, on aurait dû sortir un gros montant tout de suite que nous n'avions pas, mais juste de manière temporaire pour 3 4 mois. Et j'ai pris mon courriel et j'ai envoyé un courriel à tous mes amis pour leur demander qui serait prêt à me prêter de l'argent pendant 3 4 mois. Mais à l'époque, ça m'a demandé du courage, ce n'était pas du tout mon style. Mais j'étais tellement déterminé à dire cette maison, je veux tellement qu'on habite, tellement elle est géniale, que je l'ai fait. Et j'ai eu des retours positifs de plusieurs personnes, pas tout le monde, mais personne m'a injurié, personne m'a dit quelque chose de méchant et tout ça. Mais simplement, eh ben oui, après, la même manière que si eux me demandaient, puis que j'ai l'argent, c'est des gens en qui j'ai confiance, je le ferai avec grand plaisir. Si mon argent peut servir à aider les autres, ça me fera très plaisir aussi. Simplement, ça peut être dans les deux sens parce que c'est important de voir que ben, nous, nos enfants aussi, on a pu les aider financièrement pour des projets et tout ça, mais on est très content de le faire aussi. Donc, à un moment donné, moi, je vois l'argent comme un bulletin de vote. C'est-à-dire que la manière dont j'utilise mon argent va influencer la société de demain. Si j'achète des produits qui sont faits dans ma région, dans mon pays, vous avez un très grand pays, ou peut-être au Québec, qui est déjà grand quand même, eh ben, je suis en train d'encourager l'économie locale pour qu'il y ait du travail. Alors que si j'achète des choses qui sont produites à l'autre bout du monde, je ne connais pas l'autre bout du monde, je ne critique pas, je ne juge pas, mais simplement, c'est peut-être payé, c'est peut-être moins cher, mais peut-être que les gens travaillent dans des conditions épouvantables, et je suis aussi en train d'encourager ça. Donc, en faisant des choix de prendre peut-être des produits bio, il y a moins de produits chimiques, en allant chez le libraire plutôt que chez Amazon, parce que le libraire, si personne n'y va, il va pas exister longtemps non plus. Et même, voilà, et en allant dans les commerces locaux, pour moi, avec notre argent, c'est comme un acte politique. On est en train de dire, je vous encourage à continuer. Mais ce que j'ai vu, c'est que si j'achète aussi des produits de multinationales dont je ne partage pas les valeurs, je suis en train de leur dire aussi, je vous encourage à continuer de la sorte, puisque mon argent va vers eux. Donc c'est pour ça que la carte bleue ou la carte de crédit ou l'argent cash, c'est le bulletin de vote le plus puissant que nous pouvons avoir parce qu'il a une incidence directe sur ce que nous choisissons d'encourager ou ce que nous choisissons de ne plus encourager. C'est une sorte de, c'est le pouvoir qu'on a. C'est Ben oui. notre, c'est ça, c'est exact. C'est Oui, de, enfin, c'est pas le seul, hein, parce que l'amour est un pouvoir extraordinaire aussi. Mais simplement, c'est un ouais. pouvoir peut-être plus direct, plus visible, peut-être aussi, pour ceux qui le reçoivent tout de suite. Mais c'est un des pouvoirs. C'est pour ça que plus on fait circuler l'argent de manière qui a du sens, plus on accélère aussi une société qui peut-être nous correspond mieux aussi. Donc, c'est vraiment de changer complètement. Il y a beaucoup de travail, hein? Vous manquerez pas de travail dans les prochaines années. Je pense, oui, il y a encore beaucoup de Ah, potentiel. ah oui, beaucoup de potentiel. Est-ce que vous prévoyez venir au Québec en 2025-2026? Alors, 2026 probablement, 2025, non, d'après mon emploi du temps, ça va plus être possible parce que je ne viens pas au Québec pour 3 4 jours avec le décalage horaire, je vais au moins 2 semaines en général. Mais voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées en écoutant ce podcast, qui me contactent seulement aussi, que je puisse les informer éventuellement si je viens au Québec, que ce soit pour une conférence, un atelier ou un cadre privé et tout, on a un plaisir. Parfait. Je vais laisser vos coordonnées à la fin du podcast pour que les gens sachent comment vous rejoindre. Sinon, à travers le livre aussi, qui est Bien sûr. tellement, tellement riche d'informations et de réflexion aussi. Donc, c'est un livre qui fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et comme je vous dis, il est souvent recommandé au Québec par des coachs d'affaires parce que je pense qu'il commence à y avoir un réveil au sujet, entourant le sujet de l'argent, ce qui est une bonne nouvelle quand même. Absolument, je suis bien d'accord.
Ouais, Je Merci crois que, je crois que infiniment. quand on va tous pacifier notre relation à l'argent, le monde se portera beaucoup mieux parce que quand on pacifie sa relation à l'argent, ça a des incidences qui sont beaucoup plus vastes que les questions d'argent. En général, on a des meilleures relations à nous, donc on a des meilleures relations aux autres, donc on a des meilleures relations à la vie, au vivant et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème parce que l'influence est beaucoup plus vaste que, enfin, les résultats se manifestent dans beaucoup plus que des questions d'argent. J'ai envie juste de dire, peut-être avec d'autres mots, ce que j'ai dit. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher d'offrir le meilleur de nous. Donc, si vous voyez que les questions d'argent vous bloquent, vous freinent, occupez-vous de votre relation à l'argent pour éviter d'avoir des regrets un jour dans votre vie et pour offrir le cadeau, la pépite que chacun, chacune d'entre vous, vous êtes aussi. Oh, merci. Merci. Il y a tellement de... je vais réécouter le podcast plein de fois, c'est sûr. Donc, j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser à ce que vous faites et autant à vos formations, aux livres. Puis, je sais que vous avez aussi par courriel, on reçoit souvent des informations. Oui, Est-ce- des newsletters, j'essaie de passer des réflexions et puis j'ai une chaîne YouTube aussi, une série de vidéos aussi, aussi pour aller plus loin peut-être. Mais merci de faire partie, Evelyne, Merci. de faire partie de ceux qui justement vulgarisent, transmettent, voilà, permettent de changer un peu ce rapport à l'argent. Merci beaucoup pour cela aussi. C'est un grand, grand plaisir. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!